Salut tout le monde. 95% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés, et cela nous attriste. On change ça ensemble? Votre soutien est inestimable. Abonnez-vous. Bon visionnage. Vous savez, on pense tous que la vie est une ligne droite, balisée, avec quelques détours prévisibles, des orages passagers. On imagine que le grand drame, la trahison qui vous ronge jusqu'aux os, ça arrive aux autres, dans les films ou les romans que l'on dévore d'une traite, le cœur battant. Jamais à nous, jamais à moi. J'étais là, planté au milieu de ma propre existence, un homme de 45 ans bien tassé, avec une barbe de 3 jours qui commençait à grisonner un peu trop vite, et des poches sous les yeux qui témoignaient moins des nuits agitées de mon passé d'enquêteur que des tracas ordinaires, d'un prêt immobilier et d'une chaudière récalcitrante. 45 ans, un âge où l'on est censé avoir solidifié ses fondations, construit son nid, enfin, avoir trouvé son port, après avoir navigué en eau trouble pendant la jeunesse. Et pourtant, croyez-moi, c'est précisément à cet âge-là, quand on pense avoir tout compris, tout anticipé, que la mer peut se déchaîner et vous arracher les rames des mains. Et j'habitais en périphérie de Lyon, dans une de ces petites villes dortoirs, où les pavillons en briques rouges se serrent les uns contre les autres, comme pour se donner du courage, face à l'anonymat de la métropole. Notre maison, la nôtre, était une de ces bâtisses des années 70, avec son petit jardin, son lilas, et sa balançoire rouillée qui n'avait jamais vraiment servi, nos enfants étant un rêve que le destin avait gardé en suspens. Une vie ordinaire en somme. Trop ordinaire peut-être pour mon ancienne vie. J'avais été flic, oui, un vrai flic, pas n'importe lequel, un enquêteur d'élite, à traquer les ombres, à déterrer les vérités les plus crasseuses. L'adrénaline me pompait le sang. Les nuits sans sommeil étaient mon lot commun, et la ligne entre le bien et le mal était, pour moi, un trait aussi tranchant qu'un rasoir. Mais tout ça, je l'avais mis de côté, rangé, enterré sous des couches de linge à plier, de gazon à tondre, et de ces petits bonheurs simples qui, au fond, sont les plus précieux. Pourquoi j'avais tout arrêté? Pour elle, pour Julie, mon ancre, ma femme, mon unique raison d'avoir posé mes valises. Ses yeux verts, son rire qui résonnait comme une mélodie oubliée, sa façon de toucher ma main quand je m'y attendais le moins. Elle était mon refuge, la promesse d'une vie que j'imaginais plus douce, loin des sirènes hurlantes et des destins brisés. J'avais échangé le fracas des interrogatoires contre le murmure de ses confidences le soir, l'odeur de la poudre contre celle du café fraîchement moulu. Je l'aimais d'un amour qui, je le croyais, était inébranlable. Un amour tissé de patience, de respect, de ces milliers de petits gestes quotidiens qui construisent une vie à deux. Nous avions nos rituels, vous savez, ces petites habitudes qui sont la colle invisible d'un couple. Le café du matin partagé sur la terrasse en bois, même quand il faisait frais, l'un lisant le journal, l'autre scrollant sur son téléphone, un silence confortable et complice. Les dîners, où l'on se racontait notre journée, même quand il n'y avait pas grand-chose à raconter. Les soirées blotties sur le canapé, à regarder des séries médiocres, la main dans la main, la chaleur de son corps contre le mien. Connaissez-vous ce sentiment où l'autre est tellement une partie de vous-même que sa simple présence suffit à combler le vide du monde? C'était ça, Julie, pour moi. Ma routine, elle était celle de millions de Français. Le lever avant l'aube pour échapper aux embouteillages de la rocade lyonnaise, un boulot de consultant, un terme poli pour dire que je faisais des missions à droite à gauche, sans réelle stabilité, tentant de raccrocher les wagons d'un passé trop intense. Le midi, un sandwich mangé seul, l'esprit parfois vagabondant vers mes anciennes enquêtes, mes anciens collègues, ces fantômes qui refusaient de me laisser tranquille. Le soir, le retour à la maison, le rituel de la douche, le dîner préparé par Julie,
Elle cuisinait si bien, avec cette passion qui transformait le moindre plat en festin. Et puis, la soirée, douce et tranquille, un livre, un peu de musique, un échange de regards. Nos week-ends étaient consacrés au jardinage, aux courses, aux visites de mes parents, qui vivaient à une centaine de kilomètres, ou aux amis, toujours les mêmes, fidèles et rassurants. C'était une vie simple, délibérément choisie, un havre de paix que j'avais bâti brique par brique, espérant conjurer les démons de mon passé tumultueux. J'étais, en apparence, un homme accompli, un homme qui avait trouvé son équilibre. Comme vous tous, peut-être, qui aspirez à cette tranquillité, à cette sécurité. Mais l'équilibre, cet échassier fragile sur un fil, est si facile à rompre. L'environnement social autour de nous commençait à se craqueler. Les nouvelles à la télévision étaient un flux incessant de mauvaises augures. Inflation galopante, pouvoir d'achat en berne, inquiétude sur les retraites, les crises qui se succédaient sans laisser de répit. Vous savez, cette France qui se lève tôt, qui travaille dur, mais qui a l'impression que le sol se dérobe de plus en plus sous ses pieds, c'était la nôtre. Nous n'étions pas à plaindre, mais la pression financière grandissait, comme une marée lente mais implacable. Les fins de mois, ces gymnastes agiles qui peinaient de plus en plus à atteindre l'autre rive, devenaient un sujet de conversation de plus en plus fréquent et de plus en plus tendu. La chaudière qui menaçait de lâcher, les pneus de la vieille voiture de Julie à changer, la facture d'électricité qui explosait. Chaque petite dépense imprévue prenait des allures de catastrophe. Nous avions toujours géré notre budget avec une certaine rigueur, mais ces derniers temps, il fallait serrer la ceinture un peu plus chaque mois. J'ai vu le stress monter dans les yeux de Julie, cette anxiété que je connaissais si bien pour l'avoir ressentie tant de fois sur le terrain, mais que je pensais l'avoir épargnée. Elle, d'ordinaire si insouciante, commençait à compter les sous, à éteindre les lumières inutilement allumées, à regarder les prix au supermarché avec une attention nouvelle. Cette tension sourde, invisible mais palpable, s'insinuait dans nos conversations, dans nos silences. Et puis, il y a eu les premiers signaux, si ténus au début, si faciles à ignorer, comme le grain de sable qui se loge dans le rouage d'une machine bien huilée. Des petites choses, presque imperceptibles. Le téléphone de Julie, cet appendice qu'elle laissait d'ordinaire traîner partout, devint une sorte de relique sacrée, toujours à portée de main, souvent face contre table. Un jour, en rentrant plus tôt que prévu d'une mission de consultation annulée à la dernière minute, j'ai entendu un chuchotement, un murmure qui s'est éteint brusquement dès que la clé a tourné dans la serrure. Elle était dans la cuisine, un sourire un peu trop forcé sur les lèvres, le téléphone déjà rangé dans la poche de son jean. « Tiens, déjà rentré ?» avait-elle dit, avec une intonation que je n'ai identifiée que bien plus tard. Sur le coup, j'ai juste souri, content de la retrouver plus tôt. Ce n'était rien, n'est-ce pas ? Une amie, une conversation intime qu'elle ne voulait pas partager. J'étais le genre d'homme à faire confiance, à ne pas fouiller, à ne pas chercher les petites bêtes là où il n'y en avait pas. Ou du moins, c'est ce que je croyais encore être. Ces appels secrets se sont multipliés. Des coups de fil passés dans le jardin, à l'abri des fenêtres, ou dans la chambre à l'heure où je prenais ma douche. Quand je lui demandais qui c'était, elle répondait invariablement « Oh, une amie, juste des commérages ». Le ton était léger, trop léger. Une plume jetée sur l'eau pour masquer une pierre. Mon âme de flic, que j'avais cru enterrée sous des tonnes de bonheur quotidien, commençait à gratter à la porte de ma conscience. Comme une vieille blessure qui se réveille avec l'humidité, elle me rappelait qu'une intuition, même la plus insignifiante, est parfois le premier maillon d'une longue chaîne d'événements. Les dépenses inexpliquées ont suivi. Un nouveau chemisier qu'elle avait trouvé en solde, mais qui semblait un peu trop cher pour un solde. Un parfum différent, plus capiteux, plus audacieux, un parfum qui ne me rappelait pas notre Julie. Des sorties qu'elle évoquait vaguement, avec des amis que je ne connaissais pas toujours, ou des rendez-vous professionnels qui s'étiraient tard le soir, parfois jusqu'aux aurores. Les relevés bancaires, ces boussoles que l'on suit d'ordinaire sans y penser, commençaient à tanguer.
Des retraits d'espèces inhabituelles, des petits montants qui s'additionnaient. Je posais des questions, bien sûr, avec l'air de ne pas y toucher. Elle me répondait avec agacement, ou parfois avec un sourire désarmant qui balayait mes doutes d'un revers de main. Tu me fais pas confiance, chérie. C'est juste des à côté. Tu sais que je suis économe. Et j'y croyais. Je voulais y croire. Qu'aurais-tu fait? Aurais-tu vu ces signes? Ou comme moi, aurais-tu choisi de croire au miracle de l'amour, à la pureté d'une relation que tu pensais indéfectible? Son regard, autrefois un livre ouvert, était devenu une page tournée. Il y avait une distance, une opacité nouvelle dans ses yeux verts. Des rires nerveux, des silences pesants, une absence d'esprit qui me glaçait le sang sans que je sache pourquoi. La tendresse de ses gestes s'était transformée en quelque chose de plus mécanique, moins spontané. Nos nuits, jadis remplies de la chaleur de nos corps enlacés, étaient devenues plus froides, plus silencieuses. Elle se tournait, dos à moi, le sommeil lourd et inaccessible. Le vide se creusait entre nous, un abîme silencieux, que je tentais de combler avec des mots, des attentions, des questions, sans jamais y parvenir vraiment. La petite voix, celle de l'enquêteur assoupi, devenait un murmure de plus en plus insistant, une alarme sourde au fond de ma conscience. Elle me disait « Il y a quelque chose. Quelque chose ne va pas. » C'est précisément à ce moment-là, alors que les murs de ma confiance commençaient à se fissurer sous le poids de ces doutes insidieux, que le téléphone a sonné. Un mardi après-midi, un numéro que je n'avais pas vu s'afficher depuis des années. Un numéro que j'avais cru relégué aux archives poussiéreuses de mon passé. C'était Antoine, mon ancien chef, une voix grave et familière qui portait le poids des secrets d'État. Il ne m'appelait jamais pour rien. « Pierre, il faut qu'on parle, c'est urgent. » Le ton ne laissait aucune place au débat. Mon sang n'a fait qu'un tour. Le passé venait de frapper à ma porte, ou plutôt, il me tirait par la manche pour me ramener dans son tourbillon. Nous sommes vus dans un café anonyme, loin de nos repères habituels, une de ces enseignes impersonnelles où l'on ne se souvient pas des visages. Antoine était toujours le même, l'air fatigué, les yeux perçants, mais avec cette autorité tranquille qui faisait de lui un leader né. Il n'a pas tourné autour du pot. « Pierre, on a une affaire de fraude d'une ampleur colossale. Une toile d'araignée tissée avec une perversité rare, des millions d'euros qui s'évaporent, des entreprises dépecées. Et on a besoin de toi. » Il avait dit « on a besoin de toi » avec une gravité qui me transperçait. Mon profil, mon expérience, ma capacité à me fondre dans le décor, à lire entre les lignes, à démasquer les impostures. Il connaissait mes atouts mieux que personne. Je l'ai écouté, le cœur serré, une étrange sensation me nouant l'estomac. Le monde que j'avais fui me rappelait à l'ordre. Le destin, cette vieille friponne, était en train de me tendre un piège dont je ne devinais pas encore les anneaux d'or et de poison. Cette proposition, à première vue anodine, le retour à ma vocation profonde, allait se superposer de manière terrifiante aux premières craquelures de mon couple. C'était le premier signal, un coup de tonnerre lointain dans un ciel encore bleu, annonçant une tempête d'une violence inouïe. La tranquillité, cette illusion si confortablement installée, était sur le point de voler en éclats. La sonnerie du téléphone avait transpercé le silence de notre salon comme un éclat de verre. Antoine, ma voix familière mais oubliée depuis des années, avait ravivé des braises que je croyais éteintes à jamais. Il m'offrait de revenir, de replonger dans l'abîme des enquêtes, de redevenir l'homme que j'avais juré de ne plus être. Et avec cette proposition, venait une lueur froide de certitude. Cette affaire de fraude massive, celle qui résonnait déjà dans l'ombre de mes soupçons, était peut-être bien plus proche de moi que je ne l'aurais jamais imaginé. Mon cœur, déjà alourdi par le doute, se serra davantage. Les jours qui suivirent l'appel d'Antoine furent une véritable torture intérieure. Le dilemme était mon nouveau bourreau.
D'un côté, il y avait cette vie que j'avais construite, ce havre de paix illusoire avec Julie, ces matins à la douce lumière où nous partagions un café, ces soirées où nos silences étaient censés être complices. J'avais fui mon ancienne carrière, ses exigences dévorantes, ces nuits sans sommeil, ces missions où l'âme s'érodait un peu plus à chaque affaire résolue. Je voulais la tranquillité, le confort simple d'une routine sans heurts, la chaleur d'un foyer. Mais de l'autre, il y avait cette intuition, ce serpent froid qui se levait dans mon ventre, cette certitude grandissante que quelque chose était profondément brisé, non pas seulement dans le monde autour de moi, mais au cœur même de ma vie. Les indices, ces fragments épars du comportement de Julie, s'assemblaient lentement pour former une image terrifiante. Les appels masqués, les explications évasives, ces regards fuyants quand j'abordais les dépenses inexpliquées. Tout convergeait. Qu'aurais-tu fait, toi, à ma place ? Aurais-tu fermé les yeux, te murant dans un déni confortable, espérant que la vérité se dissolve d'elle-même dans l'oubli ? Ou aurais-tu écouté cette petite voix, cette alarme intérieure qui hurlait, quitte à briser ce qui restait de ton monde ? Pour moi, l'enquêteur qui sommeillait, le professionnel aguerri, il était impossible d'ignorer ces signaux. C'était comme une mélodie dissonante qui montait en puissance, une fausse note dans la symphonie de ma vie. J'observais Julie avec une nouvelle acuité, chaque geste, chaque expression devenant un potentiel indice. La peur se mêlait à une curiosité morbide, celle de l'homme qui sait qu'il va découvrir une plaie béante, mais qui ne peut s'empêcher de gratter. La mission d'Antoine, d'abord perçue comme un fardeau, commençait à se transformer en une quête personnelle, une nécessité de faire la lumière, quel qu'en soit le prix. Le prix, je le savais, serait l'âme de ma vie passée. Mais pouvais-je encore la sauver, cette âme, si elle était déjà corrompue de l'intérieur ? Mes nuits étaient agitées, peuplées de cauchemars où les visages de Julie et d'Antoine se confondaient dans une danse macabre. La ligne entre mon devoir professionnel et mon drame personnel s'estompait, se tordait, et je savais que j'étais sur le point de la franchir. Et puis, le moment est arrivé. Un soir, alors que nous mangions en silence un plat que je ne saurais même plus décrire, Julie a brisé la glace dendritique qui s'était installée entre nous. Sa voix, étrangement enjouée, a coupé court à mes pensées sombres. « Mon chéri, j'ai une excellente nouvelle. » Elle avait posé sa fourchette, un sourire un peu trop large étirant ses lèvres, un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Marc m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour un poste de coursier dans son entreprise. Tu sais, la société de consulting dont je te parlais. Mon estomac a fait un bond. Un plongeon vertigineux dans le vide. Le nom de Marc, ce nouvel ami influent qu'elle évoquait parfois avec une légèreté suspecte, avait résonné comme un gong funèbre. Le mot « coursier » avait claqué dans l'air, froid et cinglant. Moi, un ancien enquêteur d'élite, dont le cerveau avait traqué les criminels les plus retors, réduit à livrer des enveloppes. L'ironie était une lame rouillée qui me transperçait. Mais derrière l'humiliation évidente, une pensée glaciale avait fait surface. C'était l'opportunité. La seule. La vraie. Le piège, ou plutôt le chemin vers la vérité, venait d'être posé par la main même de celle que je cherchais à comprendre. Je me suis forcé à paraître indifférent, à masquer le tumulte qui faisait rage en moi. Coursier ? Mais je n'ai pas le profil, chérie, tu sais bien. J'avais essayé de sonder, de lire au-delà de ses paroles. Elle avait haussé les épaules, un geste trop désinvolte. Mais non, il cherche quelqu'un de confiance, de discret. Et puis, ça te ferait un petit revenu, le temps de trouver autre chose. Marc est tellement gentil. Il a insisté quand je lui ai parlé de nos difficultés. Marc est tellement gentil. Ces mots sonnaient faux, creux, porteurs d'une amertume indicible. C'était trop beau, trop opportun. La coïncidence était si grossière qu'elle ne pouvait qu'être le signe d'une vérité bien plus sombre. Julie, ma femme, celle que j'avais tant aimée, était en train de me placer elle-même au cœur du brasier. Le lendemain, j'ai rappelé Antoine. Ma voix était différente, empreinte d'une nouvelle détermination,
mais aussi d'une tristesse profonde. J'accepte, lui avais-je dit, sans fioriture. Et j'ai une piste inattendue. Je lui avais tout raconté. La proposition de Julie, le poste de coursier chez Marc. Le silence d'Antoine au bout du fil en disait long. Il savait, je savais, que ce n'était pas un simple hasard. La mission d'infiltration prenait une tournure personnelle et macabre. La descente aux enfers avait commencé et ma femme m'avait offert la première marche. Antoine m'avait expliqué les protocoles. Micro-caméra dissimulée, enregistreur vocal, méthode de duplication rapide des documents. J'allais devenir une ombre, un fantôme, l'œil invisible qui allait collecter les preuves de leur chute. Il m'avait regardé avec une empathie que je n'avais jamais vue chez lui. « C'est une mission difficile », avait-il murmuré, surtout quand c'est personnel. Difficile ? C'était un euphémisme. C'était une amputation de mon âme, une déchirure de mon être. Mais je devais le faire. Pour la vérité. Pour me libérer de cette prison de doute. Le matin de mon premier jour, le rituel était surréaliste. Julie m'avait préparé un café, son sourire habituel, ses gestes tendres. « Bonne journée, mon chéri », m'avait-elle dit, un baiser rapide sur la joue. Ce baiser avait eu le goût du poison. Je l'avais regardée, tentant de voir à travers elle, de deviner si une parcelle de culpabilité, un frisson de remords traversait son regard. Rien. Seulement l'apparente sérénité d'une femme qui envoie son mari au travail. Mais moi, je savais. Je savais que je n'allais pas seulement travailler. J'allais endosser le masque, me fondre dans le rôle du larbin, de l'idiot utile, et chaque pas vers l'entreprise de Marc était un pas vers ma propre destruction. L'immeuble de la société de consulting de Marc, Manticore Solutions, était en verre et en acier, brillant et impersonnel, un piège doré. L'odeur du neuf et du produit d'entretien flottait dans l'air, aseptisée, comme pour cacher toute trace de putréfaction. Dans le hall, des écrans affichaient des graphiques complexes et des citations inspirantes sur la performance et l'innovation. Une façade parfaite pour des activités douteuses. La réceptionniste, une jeune femme au sourire forcé, m'avait dirigé vers un petit bureau sans fenêtre, au fond d'un couloir labyrinthique, près de la salle de photocopie et des archives. C'était mon quartier général, un bureau exigu, un ordinateur obsolète et une pile d'enveloppes à trier. Ma première rencontre avec Marc fut exactement comme je l'avais imaginé, et bien pire. Il était grand, un sourire carnassier plaqué sur le visage, une poignée de main molle, mais un regard perçant, celui d'un prédateur. Il m'avait toisé de la tête aux pieds, un amusement teinté de mépris dans les yeux. « Ah, le mari de Julie. C'est elle qui t'a trouvé ce poste, c'est ça ? Toujours à vouloir aider les gens, notre Julie. » Le ton était condescendant. Le « notre Julie », une pique empoisonnée. Il m'avait balancé une liasse de documents sans même me regarder, occupé à tapoter sur son smartphone dernier cri. « Tiens, ça tu me l'emmènes à l'adresse X avant 14h, et ça à l'adresse Y avant 16h. Pas de retard. » Pas une once de considération, pas un mot d'encouragement. J'étais invisible, un rouage insignifiant de sa machine. Mais dans le coin de mon œil, j'avais aperçu un tableau d'organisation. Marc, CEO, Julie, responsable partenariat. Responsable partenariat. Un poste de façade pour dissimuler quoi ? Ma femme, ma Julie, n'était pas seulement son amie, ni son amante. Elle était son complice, au cœur même de l'opération. La boule dans ma gorge était si gorge qu'elle menaçait de m'étouffer. La trahison n'était plus un soupçon, c'était une certitude, une lame froide qui déchirait chaque fibre de mon être. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Ma vie est devenue une dualité insoutenable. Le matin, j'étais le mari docile, le chômeur qui essayait de se réinsérer. Le soir, j'étais l'agent infiltré, traquant les preuves qui allaient démanteler ma propre vie.
Le rôle de coursier était une prison dorée, une humiliation constante. Marc ne manquait jamais une occasion de me rappeler ma place. « Hé, toi, ramasse ça !» « Tu as une cervelle ou c'est juste pour décorer ?» Il me jetait des dossiers sur le bureau sans un regard, me traitait comme un chien. Chaque mot était une gifle, chaque geste un coup de poignard. Mais la pire des tortures était la présence de Julie. Elle passait devant mon bureau exigu, parfois elle s'arrêtait, un sourire forcé sur les lèvres. « Ça va mon chéri ? Pas trop dur ?» Sa voix, autrefois source de réconfort, était devenue une caresse empoisonnée. Ses yeux ne cherchaient pas les miens. Elle évitait mon regard, fuyait la profondeur de mes doutes. Je la voyais rire avec Marc dans son bureau, leurs têtes proches, leurs mains parfois se frôlant un peu trop longtemps. Des fragments de conversation me parvenaient, des allusions à des opérations, des chiffres à arranger, des audits à contourner. Chaque bribe d'information était une pièce de puzzle qui venait s'ajouter à ma douleur. J'étais le spectateur impuissant de ma propre déchéance, le témoin silencieux de la trahison de ma femme, contraint de jouer l'idiot, le larbin, l'homme cocu. Connais-tu ce sentiment où chaque fibre de ton corps hurle de rage, mais où tu dois te murer dans un silence de glace, où ton cœur se serre au point de t'empêcher de respirer, mais où tu dois afficher un visage neutre, presque vide? C'est ce que je vivais chaque seconde. Mon travail de coursier était, paradoxalement, ma couverture parfaite. Je transportais des montagnes de documents, des factures, des contrats, des bilans, des papiers qui, pour un œil non averti, n'étaient qu'une paperasse banale. Mais pour moi, chaque document était une page de leur crime. Dans mon petit bureau, sous le couvert de ma pause déjeuner ou de mes heures supplémentaires pour ranger, je mettais en place mon petit laboratoire secret. J'avais appris à dupliquer les documents à une vitesse incroyable, à photographier des centaines de pages avec ma micro-caméra dissimulée dans mon stylo. Les fichiers étaient transférés sur une clé USB cryptée que je remettais à Antoine lors de nos rendez-vous discrets, des rencontres furtives dans des cafés anonymes, des parcs déserts. Le processus était lent, méthodique, épuisant. Chaque soir, je rentrais à la maison, le visage tiré, le corps brisé par les longues heures de route et la tension constante. Julie m'accueillait avec un semblant d'affection, me demandant si la journée avait été productive. Je hochais la tête, un sourire amer dans le cœur. Oh oui, elle était productive. Chaque jour, je creusais un peu plus la tombe de notre mariage. Chaque jour, je scellais un peu plus le destin de celle qui partageait ma vie. La métaphore la plus appropriée, chers spectateurs, serait celle d'un arbre majestueux, que je croyais robuste et éternel, mais dont les racines étaient rongées de l'intérieur par une armée silencieuse d'insectes. Je n'étais pas l'arbre, j'étais l'un de ces insectes, mais un insecte qui travaillait pour l'éradication du mal qui rongeait, même si ce mal était indissociable de ma propre existence. L'ampleur de la fraude devenait chaque jour plus évidente. Marc et Julie ne détournaient pas seulement des fonds, ils manipulaient des bilans, créaient des sociétés écrans, extorquaient des clients vulnérables. C'était un système complexe, bien huilé, et Julie, ma femme, en était une pièce maîtresse. Elle n'était pas une victime, elle était une actrice. Cette révélation, chaque fois qu'elle se confirmait par une nouvelle preuve, était comme une décharge électrique. Ma vision d'elle, de notre passé, de tout ce que nous avions construit, s'effondrait sous le poids de cette vérité monstrueuse. Le doute s'était mué en certitude, la peine en une froide détermination. Je n'étais plus un mari trahi, j'étais un agent en mission. Et cette mission, je l'accomplirais jusqu'au bout. La pression montait, de toutes parts. Antoine me pressait. L'enquête progressait rapidement grâce aux preuves que je récoltais. Il fallait frapper vite, avant que Marc et Julie ne s'échappent. Leur nervosité était palpable. Des réunions à huis clos, des conversations étouffées, des regards suspicieux jetés autour d'eux. Ils sentaient la corde se resserrer,
sans savoir que c'était moi qui tissais les nœuds. J'avais même entendu Marc un jour, au téléphone, parler d'un plan B, d'une sortie d'urgence. Le temps était compté. Le jour J est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel pourtant limpide. Je me souviens de chaque détail, chaque seconde, gravé dans ma mémoire avec une netteté douloureuse. C'était un jeudi après-midi. Le soleil de fin d'été inondait les bureaux impersonnels de Manticore Solutions. Marc m'avait appelé dans son bureau avec un ton plus irrité que d'habitude. Julie était là aussi, assise en face de lui, un dossier ouvert sur les genoux, son regard fuyant mon visage, alors qu'elle feignait d'être absorbée. « Toi !» m'avait lancé Marc, son index pointé sur moi, comme si j'étais un animal de compagnie mal dressé. « Prends ces dossiers, et que ça saute. C'est la dernière partie des documents pour l'audit fictif. Il faut que tout soit parfait pour le rendez-vous de demain matin. Et cette fois, ne te trompe pas de boîte. » Il m'avait jeté une pile de documents sur le bureau. Leurs regards complices s'étaient croisés. Ils riaient de moi, de mon impuissance supposée, de l'ironie de la situation. Le rendez-vous de demain matin. L'audit fictif. C'était ça. La dernière pièce du puzzle. La preuve ultime de leur escroquerie. J'avais ramassé les dossiers, mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, d'anticipation, d'une colère froide, contenue depuis des mois. J'avais déposé la pile sur le coin du bureau de Marc, juste devant lui. Le silence était tendu, palpable. Julie avait levé les yeux, surprise par mon manque d'empressement. Marc s'apprêtait à me lancer une nouvelle invective, mais il n'en a pas eu le temps. Mon regard s'est ancré dans le sien. Mon masque, si soigneusement construit, s'est effondré en un instant. Mon visage, autrefois celui du coursier, est redevenu celui de l'enquêteur. Mon ancienne force, ma résolution, tout ce que j'avais refoulé, est remonté à la surface. Je me suis penché légèrement, et d'un geste lent et délibéré, ma main s'est glissée à l'intérieur de ma veste de coursier, celle qui avait dissimulé tant de preuves. J'en ai sorti mon badge. Pas celui d'un livreur, mais celui du FBI, mon ancienne agence, gravé de mon nom et de ma fonction. Le silence est devenu assourdissant. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le tapis épais du bureau de Marc. Le regard de Marc est passé de l'incrédulité à l'horreur pure. Ses pupilles se sont dilatées, son visage a viré au blanc cadavérique. Il a commencé à balbutier un son inarticulé, comme un poisson hors de l'eau. Et puis, mon regard s'est posé sur Julie. Le choc sur son visage était une œuvre d'art de la terreur. Son menton a tremblé, ses yeux, autrefois remplis de tendresse et de complicité, se sont emplis d'une peur panique, d'une incompréhension absolue. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme, comme si l'homme qu'elle croyait connaître, l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années, venait de se transformer en un monstre. J'ai pris une profonde inspiration, et ma voix, que je n'avais pas entendue résonner avec une telle autorité depuis si longtemps, a empli la pièce. Chaque mot a claqué comme un coup de fouet. Marc Dubourg, Julie Dubois. Je suis l'agent, mon nom, du FBI. Ces dossiers, et j'ai tapé du doigt sur la pile de documents qu'il m'avait jetés, sont les preuves de vos détournements de fonds, de votre fraude fiscale massive et de votre association de malfaiteurs. Vous êtes en état d'arrestation. Les mots étaient prononcés. Le damier de ma vie venait d'être renversé. Le monde avait basculé. Au moment où je prononçais ces mots, les portes du bureau se sont ouvertes en grand. Antoine et deux agents en uniforme, leurs armes dégainées, ont fait irruption, figeant la scène dans une image irréelle. Marc a poussé un cri guttural, mêlé de rage et de désespoir. Julie, elle, n'a pas crié. Elle a juste laissé échapper un sanglot étouffé, ses yeux fixés sur moi, un abîme de trahison et de douleur s'ouvrant entre nous. La même douleur que j'avais ressentie pendant des mois. La justice était rendue, mais le prix à payer
était ma propre âme brisée. Qu'aurais-tu ressenti, cher spectateur, à ma place, en regardant la femme que tu as aimée, celle avec qui tu as tout partagé, être menottée par tes propres collègues, à cause de tes propres actions? C'est un vertige dont on ne se relève jamais vraiment. Le silence. C'est la première chose, la plus assourdissante, qui m'a frappé après que les menottes se soient refermées sur leurs poignets. Un silence qui n'était pas celui de la paix, mais celui du vide, de l'anéantissement. Julie, mon épouse, celle que j'avais aimée d'un amour qui me semblait inébranlable, m'a regardé. Ses yeux, habituellement si vifs, si pétillants, étaient désormais des puits sans fond, remplis d'une terreur et d'une incompréhension que je n'oublierai jamais. Ce regard, il m'a transpercé. Il a traversé les couches de mon entraînement, les armures que j'avais forgées pour cette mission. C'était le regard d'une femme trahie, mais aussi celui d'une traîtresse qui venait de voir son monde s'effondrer. Et qu'aurais-tu fait, toi, face à un tel abîme, lorsque la justice que tu sers déchire le tissu même de ton existence? Le poids de l'insigne, de l'uniforme invisible que je portais, est devenu subitement insupportable. L'adrénaline, qui avait pompé dans mes veines durant des semaines, voire des mois, s'est retirée, laissant derrière elle une carcasse vide, une coquille d'homme. Les collègues ont pris le relais, avec leur professionnalisme froid et efficace. Ils ont menotté Marc, dont le visage était une toile de stupéfaction et de rage contenue, le sortant de son bureau qui, il y a quelques instants encore, était le théâtre de son pouvoir illusoire. Puis ils l'ont emmené, suivi de Julie, comme des ombres traînées vers un destin inéluctable. Je me suis retrouvé seul dans ce bureau luxueux, témoin silencieux de la fin d'une ère, la mienne. L'odeur du parfum de Julie flottait encore dans l'air, entremêlée à celle du cigare cher de Marc, une alliance olfactive de leur duplicité qui me donnait la nausée. J'ai posé ma main sur le bureau, sentant le grain du bois, la froideur du marbre. C'était la fin d'un chapitre, mais le début d'un livre bien plus sombre, écrit à l'encre de mes larmes et de mes regrets. Les conséquences immédiates, elles furent un torrent dévastateur. Psychologiquement, j'étais en lambeaux. Le sentiment de victoire était un goût de cendre dans ma bouche, une saveur amère qui persistait, malgré les félicitations de mon ancien nouveau patron, Antoine. « Bien joué, Paul », m'avait-il dit, une tape sur l'épaule qui sonnait creux. Bien joué. J'avais dynamité ma propre vie, réduit en poussière l'image que j'avais de ma femme, de mon mariage, de mon foyer. Chaque souvenir heureux était désormais teinté d'une angoisse rétrospective. Était-ce déjà une façade? Quels moments étaient réels? Quels étaient des mensonges habilement orchestrés? La ligne entre le passé et le présent s'était brouillée, comme une vieille photographie que l'eau aurait déformée. Mon esprit était un champ de bataille, où les fantômes des « et si » dansaient une macabre sarabande. Et si j'avais vu les signes plus tôt? Et si je n'avais jamais accepté de reprendre du service? Et si je l'avais confronté, simplement, avant qu'il ne soit trop tard? Les nuits étaient peuplées d'images de Julie riant avec Marc, de ses appels secrets, de cette étincelle dans ses yeux qui, je le savais maintenant, n'était pas pour moi. Mon sommeil était un refuge lointain, inaccessible. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, avec cette impression tenace d'une chute libre, sans fin. Sur le plan social, la déflagration fut inévitable. Notre petit quartier de la périphérie lyonnaise, ce havre de paix que j'avais tant chéri, devint un microcosme de jugements et de murmures. Les voisins, ces gens avec qui nous partagions nos barbecues estivaux, nos cafés du matin, les discussions sur les écoles des enfants, me regardaient désormais avec un mélange de pitié et de curiosité morbide. Leurs regards étaient des couteaux, leur silence des condamnations. Certains évitaient mon regard, d'autres osaient un « courage, Paul », maladroit.
qui me faisait l'effet d'une claque. Julie, la charmante Julie, avait été arrêtée. Pour fraude. Et son mari, le discret Paul, était l'agent qui l'avait arrêté. L'histoire, déformée, amplifiée, courut comme une traînée de poudre. J'étais le flic qui avait dénoncé sa propre femme. Mon nom était devenu synonyme de trahison aux yeux de beaucoup, même si j'étais le trahi. Qu'aurais-tu ressenti, toi, de voir ton intégrité professionnelle se heurter à la destruction de ta réputation personnelle, d'être à la fois le héros et le paria? J'ai cessé d'aller à la boulangerie du coin, d'acheter mes légumes au marché. Chaque sortie était une épreuve, chaque regard une blessure. Je me suis retranché, barricadé derrière les murs de ma maison, de mon silence, de ma peine. Financièrement, le chaos s'est ajouté au désarroi. Nos comptes conjoints ont été gelés, nos biens mis sous séquestre le temps des procédures. L'appartement, notre nid douillet, était devenu une scène de crime potentiel, un objet de discorde légale. J'ai dû engager un avocat, non pas pour me défendre, mais pour tenter de sauver les meubles, au sens propre comme au figuré. La paperasse s'est entassée, des piles de documents juridiques, de formulaires administratifs, de preuves à fournir. C'était comme si ma vie, ma dignité, était réduite à des chiffres sur des feuilles de papier, à des clauses incompréhensibles. Les économies, patiemment accumulées, étaient dilapidées par les frais de justice. L'argent, cette source de tant de nos soucis, était aussi celle qui creusait désormais le fossé entre mon passé et un avenir incertain. Ce sentiment d'être pris dans un engrenage, de ne plus rien contrôler, connais-tu cela? Cette impuissance face à la machine broyeuse de la justice et de l'administration? Et puis, il y a eu les répercussions familiales. Nos familles respectives, qui avaient célébré notre union avec tant de joie, se retrouvaient déchirées. Mes parents, sous le choc, ne savaient comment réagir. Leur fils, l'agent modèle, avait arrêté sa belle-fille, l'enfant qu'ils avaient accueilli dans leur cœur. Leur douleur était palpable, leur confusion profonde. La famille de Julie, elle, m'a vu comme l'ennemi, le bourreau. Leur fille, leur sœur, leur nièce étaient derrière les barreaux, et pour eux, j'étais le seul responsable, peu importe la vérité. Les ponts furent coupés, les appels ignorés, les messages sans réponse. Je n'étais plus un gendre, un beau-frère, mais un étranger, un traître. Le silence de leur portable était plus assourdissant que n'importe quelle dispute, car il symbolisait la destruction totale de liens que je croyais indéfectibles. J'avais démantelé non seulement ma propre vie, mais aussi celle de deux familles, de deux univers qui s'étaient entrelacés par amour. La période post-tragédie fut une lente descente aux enfers, non pas dans le feu et la fureur, mais dans la froideur et le vide. Ma maison, autrefois un foyer vibrant de rire et de confidence, était devenue un mausolée silencieux. Chaque objet portait le poids d'un souvenir, chaque recoin résonnait d'une absence. Le côté du lit où dormait Julie était désormais froid et vide, un gouffre béant que je ne pouvais ignorer. Je me réveillais seul, le matin, la main cherchant instinctivement la chaleur d'un corps absent, pour ne trouver que le drap froissé. La routine que j'avais construite, faite de petits gestes partagés, de cafés préparés pour deux, de dîners en tête-à-tête, avait volé en éclats. Je mangeais seul, devant la télévision, sans appétit, ma nourriture ayant le goût de la cendre. Les courses, la cuisine, le ménage, tout était un rappel constant de ce qui avait été et ne serait plus. Chaque tâche domestique était une pierre supplémentaire sur le chemin de ma solitude. Qu'aurais-tu fait, toi, pour remplir ce vide, pour donner un sens à des gestes devenus dérisoires? La solitude était devenue ma compagne la plus fidèle, une ombre pesante qui me suivait partout. Ce n'était pas seulement une solitude physique, l'absence d'une présence, mais une solitude émotionnelle profonde, une sensation d'être seul au monde, incompris, coupé de tout lien sincère.
J'avais l'impression d'avoir contracté une maladie invisible, une sorte de lèpre sociale qui repoussait les autres. Comment pouvais-je faire confiance à nouveau? Comment pouvais-je me confier, moi, qui avais vu la trahison la plus intime défigurer ma vie? La peur de l'abandon, de la duplication de la douleur, était un mur que je ne pouvais franchir. Mes amis, ceux qui restaient, tentaient parfois de me tendre la main, de m'inviter. Mais je déclinais, inventant des excuses. Je ne voulais pas être le sujet de leurs murmures, le centre de leur pitié. Je préférais m'isoler, me consumer dans mon propre silence, plutôt que d'exposer ma fragilité au monde. Les tentatives de reconstruction furent des pas de fourmi sur un chemin de gravier. J'ai essayé de me plonger dans le travail, mon ancien travail, celui qui m'avait ramené à ma perte. Paradoxalement, c'était le seul endroit où je trouvais un semblant de structure, de sens. Les enquêtes, les dossiers, les faits à démêler étaient un exutoire, une façon d'échapper à ma propre réalité. Mais même là, les fantômes me suivaient. Chaque fraude que je démantelais, chaque menteur que je démasquais, me ramenait à Julie, à Marc, à cette illusion de vie parfaite. J'ai commencé à faire de la course à pied, le soir, dans le silence des rues désertes, mes pas résonnant comme des échos de ma propre fuite. C'était une façon d'évacuer l'énergie nerveuse, la rage sourde qui bouillonnait en moi. Le froid de l'air sur mon visage, la douleur dans mes muscles, étaient des réalités tangibles, des ancres dans un monde qui semblait s'être liquéfié. J'ai aussi essayé de renouer avec Antoine, mon ancien nouveau patron. Il était l'un des rares à comprendre, à ne pas juger. Nos conversations étaient courtes, parfois maladroites, mais elles étaient des bouffées d'oxygène dans l'asphyxie de ma solitude. Il me parlait de l'importance du devoir, de la justice, des principes qui nous guidaient. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser au coût, au prix exorbitant de ces principes. La crise, elle, n'avait pas vraiment d'aggravation spectaculaire. Elle était plutôt une lente érosion, une usure progressive de mon âme. Je n'ai pas sombré dans l'alcool ou la drogue, non. Mon esprit d'analyste, mon instinct de survie m'interdisait de me laisser aller à de telles tentations. Mais j'ai sombré dans une forme de mélancolie tenace, une tristesse profonde qui s'était incrustée en moi comme une cicatrice invisible. Les sourires étaient rares, les rires éteints. La joie, cette émotion simple et pure, était devenue un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'étais comme un arbre qui aurait perdu toutes ses feuilles en hiver, attendant, sans trop d'espoir, le printemps qui ne viendrait peut-être jamais. Les plaies, disait-on, finissaient par guérir, mais certaines laissaient des cicatrices si profondes, si douloureuses au moindre frôlement, qu'elles redéfinissaient la chair même de l'être. C'était ma réalité. Mes réflexions, depuis cette tempête, sont devenues un paysage intérieur complexe et souvent douloureux. La vie, je l'ai compris, est une toile tissée de fils invisibles, de décisions apparemment insignifiantes qui, cumulées, peuvent devenir des cordes qui nous lient ou nous étranglent. Nous croyons tenir les rênes, maîtriser notre destin, mais il suffit d'un grain de sable, d'une faiblesse, d'une tentation, pour que tout bascule. L'illusion de contrôle est la plus grande des impostures. N'avez-vous jamais eu ce sentiment, cette certitude que vous étiez sur le bon chemin, pour réaliser ensuite que chaque pas vous entraînait vers un abîme que vous n'auriez jamais imaginé? Quant au choix, les choix. J'ai fait le mien, celui du devoir, de la justice, de l'intégrité. Mais le prix à payer fut la destruction de mon monde personnel. Julie a fait le sien, celui de l'argent facile, de l'aventure, de l'oubli des valeurs qu'elle prétendait chérir. Marc a fait le sien, celui de l'appât du gain, de la manipulation, du pouvoir corrupteur. Chaque choix, même le plus insignifiant en apparence, a des répercussions, des ondes qui se propagent, touchant des vies, brisant des destins. Y a-t-il de bons ou de mauvais choix absolus, ou seulement des chemins qui mènent à des conséquences que nous devons assumer? Je ne moralise pas,
Je ne juge pas, plus maintenant. J'observe. Je contemple le chaos que nos décisions peuvent engendrer, et je me demande, sincèrement, ce que j'aurais pu faire différemment, sans trahir qui j'étais, au fond de moi. Aurais-je dû fermer les yeux? Laisser la fraude continuer? Laisser ma femme sombrer? Pour préserver une illusion de bonheur? Qu'aurais-tu fait, toi, entre l'amour et la vérité? La confiance, elle, est une blessure ouverte qui ne cicatrisera peut-être jamais. Elle est le pilier de toute relation humaine, l'air que nous respirons dans nos interactions. Lorsque ce pilier s'effondre, lorsque cet air devient irrespirable, le monde entier vacille. Comment faire confiance à nouveau, après avoir été trahi par la personne la plus proche, celle à qui vous aviez donné votre cœur, votre âme, votre futur? La confiance est comme un miroir ancien, magnifique et fragile. Une fois brisé, on peut tenter de recoller les morceaux, mais les fissures resteront toujours visibles, et il ne reflètera plus jamais la même image sans distorsion. Je suis devenu méfiant, circonspect. Chaque nouvelle rencontre est une épreuve, chaque regard une interrogation. Est-ce que cette personne est sincère? Cache-t-elle des intentions cachées? Ce cynisme est une carapace que j'ai dû forger pour me protéger, mais elle me coupe aussi de la chaleur humaine, de la possibilité d'une nouvelle connexion. Et c'est le plus lourd fardeau de la trahison. Elle ne détruit pas seulement une relation, elle érode la capacité même d'en construire de nouvelles. Les conséquences, elles sont un tableau aux couleurs sombres, dont chaque coup de pinceau représente une parcelle de ma vie perdue. Non seulement pour moi et Julie, mais pour les victimes de la fraude de marque, ces personnes ordinaires qui ont vu leurs économies s'envoler, leurs rêves s'évanouir. Le devoir de justice est impitoyable. Il ne fait pas de distinction entre les bourreaux et les victimes collatérales de l'action. Je suis devenu une sorte d'exemple, un avertissement. Le coup de la confiance brisée, ce n'est pas seulement la douleur du moment, c'est une onde de choc qui se propage, affectant tout le temps. C'est la vie qui continue, mais d'une manière fondamentalement changée. Une existence en pointillé, où chaque nouveau pas est un rappel de l'ancien chemin qui a été effacé. Cette histoire, ma propre histoire, n'est pas un simple récit de trahison personnelle ou d'une intrigue policière. Non. C'est le reflet d'une réalité bien plus vaste, d'une fragilité inhérente à l'existence humaine. Elle aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays. Les démons intérieurs, les peurs, les doutes, la soif d'argent, la tentation de la facilité, l'oubli des valeurs fondamentales, ils ne connaissent pas de frontières, pas de classe sociale. Il suffit d'un instant, d'une faiblesse, d'une rencontre malheureuse, d'une décision prise à la légère, pour que tout bascule, pour que le sol se dérobe sous nos pieds. Il suffit d'un moment d'inattention pour que le loup entre dans la bergerie, même si la bergerie, c'est notre propre foyer, notre propre cœur. C'est la preuve que les fondations les plus solides peuvent s'effriter, que les visages les plus familiers peuvent cacher les plus sombres secrets. Cette histoire est un miroir, tendu à chacun d'entre vous. Qui voyez-vous? Je sais que mon récit est sombre, parfois brutal, mais il est sincère, à vif. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il aura résonné en vous d'une manière ou d'une autre, qu'il vous aura rappelé l'importance de la vigilance, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même, envers les choix que vous faites chaque jour. Si vous avez déjà traversé une épreuve similaire, si vous avez connu ce sentiment d'être trahi ou d'avoir dû prendre une décision déchirante, je vous invite à partager votre histoire dans les commentaires. Vos expériences sont précieuses. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face à ces gouffres. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a touché et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres récits, d'autres réflexions sur les complexités de l'âme humaine. Votre soutien compte énormément pour moi. Prenez soin de vous et souvenez-vous que la vérité, même amère, est le seul chemin vers une forme de paix, aussi précaire soit-elle.